fond comme un glaçon, l'argent au soleil. En bas, en haut, en bas, en haut, il me vide les fouilles. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, devant. Bonjour à tous et à toutes. Dimanche 19 juin aura lieu le second tour des législatives. Il y a une probabilité pour que la NUP, la Nouvelle Union Populaire Économique et Sociale, obtienne les 289 députés élus qui lui assureraient la majorité sur les plus de 300 candidats qualifiés déjà pour le second tour des législatives. Mais vous devez certainement le savoir, cette victoire ne sera possible qu'à la condition de la prise de conscience des 18-34 ans de l'importance de leur vote en faveur des députés de la NUP. Patrick, pourquoi est-il crucial que les 18-35 ans aient voté? Il est crucial que cette tranche d'âge aille voter pour la raison simple qu'au premier tour, au premier tour de l'élection présidentielle, les jeunes ont voté en majorité pour Mélenchon. Et ce sont, par méconnaissance de l'importance du scrutin, j'imagine, abstenus à plus de 70% de participer au premier tour des législatives. Or, la réserve de voix pour la nouvelle Union populaire économique et sociale, elle se trouve parmi ces jeunes. Parmi ces jeunes et également parmi la population qui habite les banlieues, qui elle non plus ne s'est pas mobilisée. Et cette mobilisation est vraiment cruciale parce qu'il y a de fortes chances de parier qu'au final, la différence entre les députés élus ensemble et les députés de la NUP soit extrêmement ténue. Et plus il y aura de députés de la NUP, évidemment, plus la possibilité sera grande pour que le prochain gouvernement puisse être un gouvernement de gauche et que ce gouvernement applique des lois qui soient un peu plus justes que les lois qui ont été appliquées pendant 5 ans. Le vote des jeunes en faveur de la NUP sera-t-il suffisant? Le vote des jeunes en faveur de la NUP sera suffisant si, comme je l'ai dit, la banlieue se mobilise aussi et si les gens qui se sont abstenus de voter au premier tour des législatives prennent conscience de l'importance cruciale de ce scrutin. Parce que voilà la situation à laquelle nous avons affaire. Depuis 5 ans, nous sommes maintenant persuadés que la France est dirigée par environ 2000 technocrates, des hauts fonctionnaires, qui partagent leur carrière entre conseils d'administration dans les plus grandes entreprises. Les hauts fonctionnaires occupent 40% des sièges des conseils d'administration des grandes entreprises. Et quand ils quittent leur fonction, ils intègrent sans problème la haute fonction publique. Et en fait, tout ce système-là forme un microcosme qui non seulement ne favorise pas le développement des entreprises, mais augmente les délocalisations, augmente les plans de licenciement. Et on ne peut pas ne pas penser, depuis que ce mandat s'est écoulé, qu'il y a derrière toutes les mesures qui ont été prises par le président de la République, des mesures qui sont profondément inégalitaires. D'ailleurs, la réforme macronienne de l'assurance chômage avait été retoquée par le Conseil constitutionnel 2 fois, car elle avait été jugée inégalitaire, donc anticonstitutionnelle. Et ce n'est qu'à la faveur d'un tour de passe-passe que Madame Borne, l'actuelle première ministre, a réussi à faire passer une loi qui est assez unique. Parce qu'il faut dire que si les jeunes ne le savent pas, depuis que la réforme a eu lieu, plus d'1 million de personnes ont vu leur chômage baisser
Et 20 000 personnes par mois n'ont pas accès au chômage, car les nouveaux barèmes ne leur permettent pas d'y accéder. Et c'est 20 000 personnes qui se retrouvent en situation de devoir vivre avec un revenu minimum qui, on le sait tous, n'est pas suffisant pour vivre correctement. C'est consternant. Oui, c'est d'autant plus consternant que sous cette présidence, déjà en 2020, 1 million de personnes avaient basculé dans la pauvreté. 1 million de personnes qui certainement occupaient des emplois en CDD et des emplois à temps partiel. Et ces personnes ont été les plus mal loties de la politique du quoi qu'il en coûte, les grands oubliés, dirais-je. Et ces personnes notamment qui ont formé la cohorte de ce million de nouveaux pauvres en 2020. Et il y a fort à parier que l'addition s'est empirée en 2021 et qu'elle ne fera que s'empirer dans les années qui vont suivre si on laisse cette présidence pratiquer une politique absolument inique, où il s'agit de faire croire aux gens salariés qu'ils auront une augmentation de salaire en faisant un tour de passe-passe entre la baisse du salaire brut et l'augmentation du salaire net. Le salaire net est augmenté, le salaire brut baisse. Et on fait croire que c'est une augmentation salariale, alors qu'en fait, pour les salariés, s'ils voient effectivement à la fin du mois un peu plus d'argent sur leur compte, il ne faut pas oublier que les cotisations salariales que les patrons, enfin les salariés, les patrons et les salariés ne sont plus obligés de reverser à l'État, se sont transformés en un petit plus au niveau du salaire, mais ces cotisations salariales forment les réserves de la sécurité sociale, de l'assurance chômage. Donc toutes ces augmentations de salaire sont factices et ne correspondent pas à des réelles augmentations, mais à une diminution des droits sociaux. Et pour les services de l'État qui s'assurent de la bonne application des droits sociaux et de la bonne redistribution, c'est autant de possibilités de manœuvre en moins et forcément un service de moins bonne qualité. Bon, on a bien vu de toute façon que ce gouvernement est d'un cynisme sans borne tout au long de l'affaire du Covid qui n'est pas finie et dont on peut craindre qu'elle ressurgisse en septembre ou en octobre avec les mêmes mesures absurdes. Lesquels? Les mesures absurdes, c'est de faire croire que les hôpitaux sont engorgés, ce qui est vrai en partie, mais de ne pas dire aux populations que même durant la crise du Covid, cette politique néolibérale de déconstruction du système de santé français et européen d'ailleurs, hein, a quand même opéré et résultat, pendant la crise sanitaire, 5000 lits des hôpitaux publics ont été fermés, l'équivalent de 17 900 lits depuis le début de la mandature de l'actuel président. Donc ce qu'on voit, c'est que cette élite qui est au pouvoir de 2000 fonctionnaires, hauts fonctionnaires environ, qui s'acoquinent avec les plus riches possédants de France, va chercher, comme au début du siècle, à profiter du découragement des classes sociales les moins favorisées pour pouvoir
imposer des conditions de vie qui, de toute façon, n'engendreront que des manifestations, que des révoltes. Et cette élite est d'autant plus, je dirais, à côté de la plaque, qu'elle ne porte pas les valeurs d'une écologie pourtant cruciale, ni d'une transition écologique pour laquelle les Français ont ratifié les accords de Paris. Et à cause duquel engagement, ils ont été condamnés, enfin l'État français a été condamné durant la précédente mandature par 2 fois pour inaction climatique. Donc le seul finalement parti à avoir en matière d'écologie une politique qui soit complète et non pas qui soit de circonstances comme ce qui va s'imposer à nous dans les prochaines années si la gauche ne gagne pas la majorité au Parlement. C'est une politique en demi-teinte. C'est-à-dire que nous voyons tous à quel point le dérèglement climatique va jeter sur les routes des millions et des millions de personnes en dehors des événements de guerre qui, l'année précédente, auront concerné 100 millions de déplacés. Et la politique que cette élite pratique est juste une politique de démantèlement du tissu industriel français. Comme du tissu social. Comme un délitement du tissu social, avec une cause structurelle qui est due déjà aux délocalisations des entreprises vers des pays avec des coûts de production inférieurs. On entend par là des coûts salariaux inférieurs. Cette délocalisation fait que finalement, au niveau du travail, il y a une grande révolution, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de professions intermédiaires. Soit on est grosso modo smicard et on a un travail low cost, soit on est diplômé et on commence à être cadre ou cadre, enfin mieux payé. Mais les professions intermédiaires ont tendance à disparaître et on ne voit plus que des salariés payés au SMIC, et encore pas au SMIC, puisque il faut savoir que si le salaire minimum c'est le SMIC, que 80% des gens qui sont salariés sont payés en dessous du SMIC, et ce qui explique l'extrême difficulté des gens à pouvoir vivre correctement dans une ère économique où depuis cette présidence malheureuse, les prix n'ont pas cessé d'augmenter. Ce n'est pas depuis la guerre d'Ukraine que les prix ont augmenté, ni depuis la fin du Covid. Déjà en 2019 et en 2020, tous les prix avaient fait un bond et sans aucune justification. On voit bien là notamment sur les prix de première nécessité que malgré une tentative qui était vraiment fallacieuse de la part du gouvernement de faire croire que en ménageant une augmentation de prix pour que les producteurs puissent être payés correctement, que cela soit réalisé sans contrainte pour les grands distributeurs, n'a fait au final qu'une augmentation généralisée des prix, et ça n'a pas lieu de cesser, puisque par exemple pour l'huile, bien sûr l'Ukraine est
un grand producteur d'huile de tournesol, mais il n'empêche, les stocks d'huile de tournesol ne sont pas épuisés pour cette année, et on a vu quand même une forte augmentation du prix au litre. Ça laisse à craindre le pire. Oui, ça laisse à craindre le pire, parce que cette augmentation est artificielle et n'est due qu'à de la spéculation. Et en fait, le problème, c'est que pour beaucoup de matières premières, tel est le cas. C'est-à-dire, c'est une augmentation des prix qui est artificielle, qui est due à la spéculation. Pour le pétrole, les traders spéculent sur les quantités de pétrole disponibles et les quantités de pétrole achetées. Les producteurs de pétrole n'augmentent pas leur capacité de production de barils, et ça crée une augmentation des prix qui va bien au-delà d'une augmentation qui serait justifiée par simplement une demande accrue. Et le gouvernement actuel, si on le laisse faire, ne fera qu'empirer les choses. Les jeunes ont raison de craindre des difficultés pour eux dans les prochaines années, quand on sait que Macron va rendre payant le système scolaire et le système universitaire pour augmenter la fracture sociale, puisque le but finalement qu'on peut voir poindre, c'est de créer une société où il y ait soit des riches, soit des pauvres, et des pauvres, sociale. oui, une fracture sociale artificielle, avec des pauvres maintenus dans un système de sous-culture, avec un système de télévision publique qui par manque de financement, si la redevance est supprimée, qui offrira des émissions de moins en moins qualitatives, de moins en moins intéressantes et de moins en moins instructives, pour une presse qui, elle, déjà, une presse mainstream qui ne joue pas du tout son rôle. De toute façon, la presse mainstream est contrôlée par un petit nombre de manias des médias qui ne permettent pas aux journalistes d'opérer en toute liberté et de pouvoir écrire les articles qu'ils souhaitent. Et ce système où l'on voit finalement l'accaparement des pouvoirs, le pouvoir du capital, le pouvoir administratif, les hauts fonctionnaires dont on a parlé, qui sont les acolytes de cette élite financière qui maîtrise les médias, qui maîtrise les outils de production. Le pouvoir exécutif, puisque finalement ce président qui gouverne avec des comités, des conseils de sécurité dont les membres ne sont pas révélés, et puis qui n'ont pas été élus, quoi, Qui ne sont pas imposables. Et qui ne sont pas imposables, oui. Ça, c'est vraiment une grande question, parce que et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que plus de 100 économistes ont plébiscité le programme politique de la NUP, en disant que c'était le plus réaliste dans la mesure où l'argent
la nouvelle Union populaire écologique et sociale, l'argent, elle pense le trouver dans la poche des plus riches, et elle pense mettre à contribution les plus hauts revenus et les plus grandes entreprises pour financer les droits sociaux et la redistribution la redistribution sociale, de telle sorte que les gens puissent vivre un peu mieux. Et si les économistes ont reconnu que c'était un programme qui tenait la route, ça veut vraiment dire que on peut voter pour la NUP si on a conscience, et ça, quelques niveaux d'instruction qu'on ait, ou quel que soit disons son capital ou ses revenus. Son statut. Son statut, oui. On peut voter pour la NUP en pensant que c'est le parti qui a le programme écologique le plus poussé, le plus détaillé, et en même temps une action égalitaire sur la situation des citoyens, qui est le plus juste, qui est la plus juste. Je ne sache pas que la NUP pourrait pratiquer une autre politique que celle qu'elle a mise dans son programme. Alors que, en ce qui concerne le président actuel et le président réélu, son programme est flou et reste complètement flou, juste parce qu'il s'agit d'une mise sous coupe réglée de la population, et que cette mise sous coupe réglée de la population a jailli des plus débiles sphères intellectuelles de l'élite financière et économique, à la fois de la France et de l'Europe. En matière de fiscalité, en matière de fiscalité, ce qui se dessinera avec la NUP, c'est une réforme de l'impôt qui sera plus juste, avec 14 tranches diversifiées, et puis pour une évaluation juste de la situation. C'est-à-dire que pour les gens qui gagnent moins de 4 000 € par mois, une baisse significative de leur imposition, et une situation qui est plus juste. Parce que là... Oui, Vivable. plus vivable, oui, plus vivable, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas vivre avec le RSA, avec 500 ou 600 € par mois, mais on ne peut pas plus vivre réellement bien avec juste 900 € en étant soit en dessous, soit juste au-dessus du seuil de pauvreté. Donc voilà, je vous encourage à aller voter dimanche. Je pense que pour les gens qui prennent conscience de la situation, et en plus de l'importance de ce scrutin, il faut se dire que même si nous ne tenons pas la majorité qui permettrait de dicter à la présidence le futur Premier ministre, il faut se rassurer en pensant que si la NUP obtient plus de 230 ou 250 députés, qu'elle sera toujours un relais
faire parvenir aux yeux du pouvoir et aux yeux des autres parlementaires les doléances des simples citoyens qu'on oublie, les doléances des gilets jaunes et des autres groupes d'individus qui manifesteront soit pour la réforme de la retraite, soit pour les autres réformes qui s'annoncent, parce qu'il n'y a pas lieu d'espérer quoi que ce soit de ce gouvernement, sinon d'imaginer, et je pense que les gilets jaunes en viendront à ce constat, d'imaginer que on ne pourra pas rester dans cette situation sans imaginer que, étant donné que plus de 5% de la population sera lésée et aura envie de manifester ou de se révolter, sans imaginer que le Palais Bourbon ne jouera pas son rôle. Toutes les révolutions en France ont concerné, c'est un constat, 5% de la population, c'est le minimum pour qu'il y ait une révolution, et toutes ont impliqué le Palais Bourbon. Donc avec 200, 220, 250 députés élus, il sera plus facile de faire la jonction entre les syndicats, les manifestants et le relais politique qui permettra de donner une expression publique Et à, commune. et commune à un appel à l'aide du peuple qu'il est absolument inadmissible de ne pas considérer. Personnellement, je ne comprends pas ces gens. Être riche, ça ne m'a jamais gêné. Je ne le suis pas. Durant mon enfance, j'ai eu beaucoup de facilité et je suis devenu pauvre en étant adulte. Mais c'est pas la richesse qui est gênante en soi. Ce qui est gênant en soi, c'est d'imaginer le mépris de classe, et que ce mépris de classe s'incarne par une politique assez ignoble. C'est assez ignoble de laisser vivre les gens dans le dénuement le plus complet, de laisser des situations sociales dégénérées, juste parce que les gens n'ont pas les moyens de vivre. Voilà. À tous les jeunes, à tous les habitants de banlieue, je conseille d'aller voter, et j'espère que les gens se déplaceront en masse, assurés que leur vote comptera et est primordial. Merci Patrick. Merci.